Prenons le cas d'une boulangerie florissante, une très belle affaire locale, de quartier. Ouais, Ses comptes affichent un excédent de, disons, 100 000 euros. Cet argent, il est bien au chaud, totalement en sécurité. jusqu'ici tout va bien. Voilà. Et soudain, une décision tombe. L'entreprise vide complètement ses réserves, elle contracte un prêt gigantesque et elle risque absolument tout pour acquérir un nouveau four industriel de toute dernière génération. C'est un grand classique. Mais quand on y pense, l'instinct humain le plus basique, il hurle de garder cet argent en sécurité. Pourquoi le dépenser? Pourtant, la logique financière, il commande exactement l'inverse. Tout à fait. Pourquoi? Pourquoi prendre un tel risque de manière délibérée alors qu'on pourrait juste s'asseoir sur son pécule? C'est vraiment le paradoxe apparent qui se trouve au cœur de toute dynamique économique. Parce que, intuitivement, on se dit qu'une entreprise investit simplement pour grandir. Bah oui, c'est ce qu'on entend tout le temps. Sauf que la réalité financière est beaucoup plus chirurgicale que ça. Un investissement, ce n'est jamais une simple dépense. C'est, par définition, un sacrifice immédiat. Un sacrifice, oui. Oui, on renonce à une liquidité dont on dispose, là, tout de suite, avec certitude. On s'en ampute, en fait, pour acheter une espérance. L'espérance d'un gain futur, j'imagine. Exactement. Et tout le suspense, toute la difficulté de la chose réside dans ce mot précis, l'espérance. Parce que le futur, c'est bien la seule chose qu'on ne peut pas auditer. D'où Docteur Décordé-Consin, parce que c'est le cœur de notre discussion d'aujourd'hui. Pour cette analyse, on s'appuie sur une grille de lecture très structurée concernant les fondements théoriques de la décision d'investissement. Des bases vraiment essentielles, oui. Ce sont des concepts tirés du module de conception d'un cours en ligne qui a été créé par le docteur Junot Serge. Un cours excellent d'ailleurs. Tout à fait. C'est dispensé via une plateforme de formation à distance, une FAD, et c'est pensé pour des auditeurs qui ont des notions basiques, des débutants en comptabilité en fait. C'est ça qui est bien, c'est très accessible. Donc notre mission pour les minutes qui viennent, c'est d'extraire la substantifique moelle de cette approche. L'idée, c'est de comprendre comment les professionnels maximisent la richesse tout en jonglant avec deux adversaires redoutables. Le temps et l'incertitude. Exactement. Et l'avantage de la méthode du docteur Serge, c'est qu'elle permet à n'importe qui de penser comme un directeur financier, sans pour autant avoir besoin d'un doctorat en mathématiques appliquées. C'est primordial. Et le point de départ incontournable de tout ça, avant même de regarder la moindre formule de calcul, c'est de comprendre la finalité. Le but ultime, en somme. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on s'inflige ce sacrifice initial dont je parlais? Le cours identifie deux logiques fondamentales pour justifier un investissement. La première, c'est la logique financière, Qui consiste à... qui a un objectif très clair, maximiser la valeur de l'entreprise ou la richesse des actionnaires. Alors, attendez, quand on parle de richesse des actionnaires, pour ceux qui nous écoutent, j'imagine qu'on ne parle pas seulement de l'argent qui est sur leur compte courant là, tout de suite. Ah non, pas du tout. Cette richesse, elle se mesure d'une manière bien spécifique en finance. C'est en fait la valeur actuelle de tous les flux nets de revenus futurs qu'ils obtiendront. Donc les bénéfices à venir. Les dividendes qui seront versés au fil des années, oui, et aussi la plus-value s'ils décident de revendre leur part un jour. Et c'est là qu'intervient un concept majeur, un vrai pilier de la théorie financière, le théorème de séparation d'Irving Fisher. Ah, le fameux théorème de Fisher des années 30. C'est ça. Si j'essaie de le vulgariser pour notre audience, c'est un peu l'idée que l'entreprise et l'actionnaire ont des agendas temporels qui sont complètement différents, non? C'est tout à fait ça, vous avez mis le doigt dessus. Pour faire très simple, la mission de l'entreprise, c'est de préparer le gâteau le plus grand et le plus riche possible. Ça, c'est la décision d'investissement. D'accord. Pour se payer des vacances, ou s'il préfère la mettre au frigo pour sa retraite. Donc les deux décisions ne se mélangent pas. Exactement. Le théorème de Fisher prouve que les choix d'investissement de l'entreprise doivent être totalement, hermétiquement séparés des envies de consommation immédiate de ses propriétaires. Je vois. En maximisant la valeur globale de la boîte, on maximise la liberté de l'actionnaire de consommer quand ça lui chante. Ce qui nous amène naturellement à la seconde logique évoquée dans le cours, la logique économique. Oui, qui est un peu plus large. Voilà, elle tire ses racines de la microéconomie et elle vise la maximisation de l'utilité globale. En gros, c'est la règle d'or de notre analyse aujourd'hui, on ne débloque un budget d'investissement que si, et seulement si, ça offre l'opportunité d'accroître cette valeur globale. Exactement. C'est un peu comme planter un verger en fin de compte. Un agriculteur, il ne passe pas des semaines à s'épuiser à acheter des pelles, des graines, juste pour s'occuper ou pour faire joli. Bah non, ce serait une perte de temps. Il le fait parce qu'il a calculé que
Dans 5 ans, la vente de toutes ces pommes couvrira très largement l'achat des graines et la sueur qu'ils versent aujourd'hui. Cette analogie du verger, elle est parfaite pour illustrer la création de valeur ajoutée. C'est exactement ça. Sauf que là, je dois faire une petite pause. Parce qu'il y a une objection qui me vient à l'esprit et je suis sûr que certains se posent la même question. Allez-y, je suis prête. Quand j'entends en boucle maximiser la richesse des actionnaires, ça a un côté un peu, je sais pas, un peu brutal, un peu cupide. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Est-ce que cette théorie financière avec ses grands théorèmes des années 30, ce serait pas juste un alibi mathématique très propre pour expliquer comment rendre les riches encore plus riches? Alors, c'est une critique qu'on entend très souvent. Et honnêtement, elle est légitime quand on regarde les choses à une échelle purement individuelle. Mais, et c'est là que le cours est intéressant, si on dézoome un peu. D'accord. Si on regarde le système économique dans son ensemble, cette logique de maximisation, c'est en réalité une question de survie biologique pour l'entreprise. Survie biologique. Comment ça? Pensez-y. Une entreprise, ça consomme énormément de ressources de la société. Du bois, de l'acier, de l'électricité, du temps humain, des capitaux. Oui, forcément. Et toutes ces ressources ont un coût. Si le nouveau four de notre boulangerie du début ne génère pas assez de bénéfices pour au moins rembourser le métal dont il est fait et le salaire des ouvriers qui l'ont assemblé, que se passe-t-il? L'entreprise perd de l'argent? Pire que ça. Elle détruit de la valeur. Elle gaspille les ressources limitées de la société. Et une entreprise qui détruit la valeur, à terme, elle finit par faire faillite en détruisant des emplois au passage. Ah, vu sous cet angle, c'est vrai que c'est différent. Donc, exiger la création de valeur, ce n'est pas qu'une question de dividendes. C'est s'assurer que les ressources du monde sont transformées en quelque chose de plus utile qu'elles ne l'étaient au départ. D'accord, je comprends beaucoup mieux. C'est pas juste de l'avidité, c'est vraiment un mécanisme de sélection naturelle pour éviter le gaspillage massif. Exactement. Bien, alors si on est d'accord sur le fait que le but ultime, c'est de récolter des fruits dans le futur, on frappe quand même un mur de taille. Lequel? Le futur en lui-même, c'est une boîte noire absolue. C'est la définition même du futur. Il n'existe pas encore. Alors, comment est-ce que les directeurs financiers font pour évaluer un résultat qui se trouve dans une zone totalement inconnue? C'est là qu'intervient ce qu'on appelle la cartographie du risque. Pour éviter de naviguer à l'aveugle, la méthode d'évaluation du docteur Serge divise ce fameux futur en 3 univers bien distincts. 3 univers, ok. Oui, le premier, c'est le plus simple, c'est l'univers certain. À l'univers certain. C'est l'exemple donné dans le module où l'on dépose 100 000 francs CFA sur un compte bancaire avec un taux garanti de 5%, c'est ça? Tout à fait. On sait qu'à la fin de l'année, on aura très exactement 105 000 francs CFA. Aucune surprise. C'est la garantie absolue. Mais arrêtez-moi si je me trompe, j'imagine que dans la vraie vie de l'entreprise, à part les dépôts bancaires ou les bons du Trésor, cet univers certain, c'est une légende urbaine, non? Vous avez tout à fait raison. Dès qu'une entreprise achète une machine ou qu'elle lance un nouveau produit, la certitude s'évapore instantanément. On passe donc au deuxième univers. Voilà, on entre dans l'univers aléatoire. Et attention, il y a un piège ici. Aléatoire, en finance, ça ne veut absolument pas dire chaotique ou n'importe quoi. Ça veut dire quoi alors? Ça signifie qu'on ne connaît pas le résultat exact, certes, mais qu'on dispose de suffisamment de données historiques pour modéliser des probabilités mathématiques sérieuses. Des probabilités, d'accord. Par exemple, une entreprise qui lance un produit peut estimer, grâce à ses études de marché, qu'il y a 60% de chances de faire un gros profit, 30% de stagner et 10% de se planter. C'est marrant, c'est un peu comme jouer au poker. Comment ça? On ne sait jamais quelle carte exacte va être tirée par le croupier. Oui. Mais un bon joueur connaît le nombre de piques et de cœurs qui restent dans le paquet. Donc il peut calculer précisément ses probabilités mathématiques de gagner la manche. C'est une très très bonne façon de le visualiser. Et c'est justement dans cet univers aléatoire que l'on utilise les grands outils de la finance d'entreprise. Le cours s'attarde notamment sur 2 indicateurs incontournables. La VAN et le TIR, c'est ça? Exactement. La VAN, ou valeur actuelle nette, elle répond à une question très simple. En tenant compte de nos probabilités et du temps qui passe, de combien ce projet va-t-il nous enrichir concrètement aujourd'hui en monnaie trébuchante? Et le deuxième, le TIR? Le TIR, c'est le taux interne de rentabilité. Lui, il répond à une autre question. À quelle vitesse, en pourcentage, cet argent investi va-t-il faire des petits? D'accord, c'est super clair. VAN pour le montant absolu de la richesse créée et TIR pour la vitesse de rentabilité. Parfaitement résumé. Mais il y a un troisième univers mentionné dans l'analyse, et celui-là me semble beaucoup plus problématique pour nos directeurs financiers. C'est l'univers incertain. Ah,
oui, celui-là donne des sueurs froides. Si je file ma métaphore des jeux, l'univers incertain, c'est comme s'asseoir à une table pour jouer à un jeu de plateau très complexe, et pendant qu'on joue, quelqu'un d'autre change les règles, modifie la taille du plateau, et on n'a aucune idée des nouvelles règles. C'est une excellente image. C'est ce que le célèbre économiste Frank Knight a théorisé en 1921 sous le nom d'incertitude vraie. Et ça consiste en quoi? Dans cet univers incertain, on sait quelles décisions on peut prendre, mais il est rigoureusement impossible d'attribuer le moindre pourcentage de probabilité au résultat. C'est le brouillard absolu. Genre, zéro donnée historique sur laquelle s'appuyer. Voilà, pensez à l'émergence soudaine d'une pandémie mondiale ou à l'invention d'une technologie de rupture qui détruit toute une industrie du jour au lendemain. Ça relève de l'univers incertain. Et donc, j'en déduis que tous nos beaux calculs de VAN et de tir, dont on vient de parler, ils explosent en plein vol face à ce troisième univers. Totalement. Ils deviennent inutiles. C'est pour cela que les cours fondamentaux d'évaluation d'investissement, comme celui du Dr Serge, se concentrent presque exclusivement sur les univers certains et aléatoires. Parce qu'au moins là, on a une prise. C'est ça. Gérer l'incertitude pure, ça demande des approches radicalement différentes, souvent basées sur la psychologie comportementale ou sur la création d'options de flexibilité extrême. Donc, dans un cadre de gestion classique, le but du jeu, c'est de toujours s'efforcer de ramener le problème dans l'univers aléatoire, là où nos modèles mathématiques fonctionnent. Très bien. Donc, on a cartographié les risques, mais il y a un autre truc. Un tueur silencieux pour absolument tout projet d'investissement. Un élément qui se fiche éperdument de vos probabilités. Le temps. C'est le temps lui-même, oui. Le principe fondamental ici, c'est qu'une somme de 100 000 francs CFA aujourd'hui n'a absolument pas la même valeur que 100 000 francs CFA dans 3 ans. C'est la loi de la gravité en finance. Alors, si le temps déforme la valeur à ce point, j'imagine qu'on parle simplement de l'inflation, non? Les prix montent, l'argent perd de son pouvoir d'achat, c'est bien de ça qu'il s'agit pour corriger la valeur. Alors, pas seulement. Et c'est une confusion hyper fréquente. L'inflation joue un rôle, bien sûr, c'est indéniable, mais la valeur temps de l'argent, ça va bien plus loin que ça. Ah bon? Comment ça? Imaginez un monde magique avec 0% d'inflation. Rien n'augmente. D'accord. Le rêve? Même dans ce monde-là, 100 000 aujourd'hui valent mathématiquement plus que 100 000 dans 3 ans. Pourquoi? Parce que si vous avez les 100 000 aujourd'hui, vous pouvez les placer, vous pouvez les faire travailler et générer des intérêts pendant ces 3 longues années. Il y a donc 2 mouvements mathématiques pour gérer cette réalité. D'abord, la capitalisation. Qui consiste à? Ça consiste à projeter une somme du présent vers le futur en lui ajoutant des intérêts composés au fil des ans. Et le mouvement inverse, j'imagine que c'est ce qu'on appelle l'actualisation. Exactement ça. L'actualisation, c'est prendre une promesse de gain futur, par exemple 1 million dans 5 ans, et la dégonfler pour savoir ce qu'elle vaut réellement aujourd'hui. Et comment on la dégonfle? On utilise un dénominateur, c'est le facteur d'actualisation qui intègre le taux exigé, et plus ce gain est lointain dans le temps, plus ce dénominateur gonfle de manière exponentielle. Résultat, la valeur actuelle de ce gain s'effondre. Donc, si je pousse la logique jusqu'au bout, le temps est littéralement un coût. Oui, Le fameux taux d'actualisation qu'on utilise dans les formules, c'est en quelque sorte un loyer qu'on paie sur l'argent pendant qu'on attend de le récupérer. c'est la meilleure définition qu'on puisse donner. L'argent a un coût qui reflète le risque et ce qu'exigent les apporteurs de capitaux, que ce soit les banques ou les actionnaires. Ce taux d'actualisation, c'est le thermomètre de ce coût. C'est fou de voir ça comme ça. Et c'est pour cette raison mécanique qu'un simple retard dans un projet est si dévastateur. Prenons la construction d'une usine. D'accord. Si les travaux prennent 2 ans de retard, les revenus finaux espérés seront peut-être exactement les mêmes sur le papier. On vendra autant de produits à la fin? Voilà, mais comme on divise ces revenus par un facteur temps qui, lui, a grossi pendant 2 ans, la valeur mathématique de ces revenus aujourd'hui, elle s'écroule. C'est terrible. Le temps n'est pas qu'un paramètre, c'est un prédateur pour la rentabilité. C'est d'ailleurs la règle d'or absolue en finance. Il est strictement interdit d'additionner ou de soustraire des flux financiers qui se produisent à des dates différentes sans les avoir actualisés au préalable. C'est logique. Ce serait comme, additionner des pommes et des oranges. Exactement. Ça n'a aucun sens mathématique. C'est vraiment fascinant de voir à quel point le temps est monétisé. Mais du coup, maintenant que nous avons compris comment gérer le risque et le temps, comment est-ce qu'on applique ça concrètement à un projet fixe? C'est la phase d'estimation.
Oui, comment on découpe la vie de notre fameux nouveau four de boulangerie sur une ligne du temps pour estimer ces flux de trésorerie qui serviront à nos calculs? Le module de cours décompose ce cycle de vie en 3 grandes phases chronologiques, n'est-ce pas, Evelyre? Tout à fait. On va vraiment décomposer le projet pour identifier ce qui sort et ce qui rentre dans la caisse année par année. On commence par quoi alors? La première étape, c'est la période initiale, ce qu'on appelle l'année zéro. C'est le montant total qu'il faut décaisser pour lancer la machine. Et attention, là encore il y a un piège. Il ne s'agit pas juste de lire l'étiquette collée sur le four. Ah bon? Il faut ajouter quoi d'autre? On doit y ajouter les frais de transport, les frais d'installation, la formation du boulanger pour utiliser la machine et surtout les fameux coûts d'opportunité. Un coût d'opportunité. Attendez, je vais essayer de trouver un exemple. Imaginons que notre artisan décide d'installer ce nouveau four dans un local attenant qu'il possède déjà. Un local qui lui sert de débarras aujourd'hui. Très bon exemple. Il ne sort pas un seul centime de sa poche pour louer un nouveau local. On est bien d'accord qu'il n'y a pas de coût lié au local dans les calculs de son projet, hein? Eh bien, c'est une déduction très intuitive, mais elle est fausse en finance. Ah oui? Pourquoi? Parce que le fait d'utiliser ce local pour son four l'empêche désormais de le louer à un tiers. Disons qu'il aurait pu le louer pour 500 € par mois. Ah, je vois où vous voulez en venir. Ces 500 € de loyer qu'il ne touche pas chaque mois, ils représentent un manque à gagner. Et ce manque à gagner est causé directement par la décision d'installer le four. C'est ça, un coût d'opportunité. C'est dingue. Et il doit impérativement être inclus dans les calculs de dépenses initiales du projet. Si on ne le fait pas, on embellit artificiellement la rentabilité de ce four. D'accord. Donc l'absence d'un gain est considérée comptablement comme une perte. C'est implacable. Mais il y a un autre concept dans cette période initiale qui m'a vraiment interpellé dans les sources. Lequel? Le besoin en fonds de roulement, le fameux BFR. Les documents du cours insistent lourdement là-dessus. Moi, si j'achète un four, je comprends pas pourquoi on me parle de fonds de roulement. Le four est là, il est branché, il marche, point barre, non? Parce que la machine ne tourne pas à vide. C'est le grand oublié des débutants. Comment ça? Si ce nouveau four est hyper performant et qu'il produit 2 fois plus de pain qu'avant, l'artisan va devoir acheter 2 fois plus de farine, de levure, de sel, et il va payer beaucoup plus d'électricité. Oui, évidemment. Mais il va devoir payer tout ça avant même d'avoir vendu sa première baguette supplémentaire à un client. Ah, c'est vrai, il y a un décalage. Exactement. Cette trésorerie supplémentaire qui va être littéralement figée sous forme de sac de farine dans l'arrière-boutique. C'est ça, le besoin en fonds de roulement. C'est du cash qui est bloqué, prisonnier pour faire tourner l'exploitation au quotidien. Et on doit le compter dans l'investissement de départ. Absolument, il faut le considérer comme une vraie sortie d'argent à l'année zéro. Très clair, l'argent est prisonnier des sacs de farine. Bon, ensuite, nous passons à la deuxième phase, la période intermédiaire. C'est la durée de vie utile du projet, sa période de croisière. C'est là qu'on calcule ce qu'on appelle les FNE, les flux nets d'exploitation. La différence entre les recettes supplémentaires générées par le four et les charges supplémentaires. Jusqu'ici, c'est des maths de base. Mais là, je dois lever la main. Il y a une règle stipulée dans la méthode du Dr Serge qui m'a rendu complètement perplexe. Allez-y, dites-moi. Il est écrit noir sur blanc qu'il faut totalement ignorer les charges financières, comme les intérêts d'un prêt bancaire quand on calcule ses flux d'exploitation. C'est exact. Mais c'est absurde. Si on emprunte 100 000 € à la banque, on paie des intérêts tous les mois. C'est du vrai argent qui quitte physiquement le tiroir caisse de la boulangerie. Pourquoi le directeur financier devrait-il fermer les yeux là-dessus? Alors, je vous rassure, c'est sans doute le piège le plus classique en finance d'entreprise. Ça choque tout le monde au début. Bah oui, on cache une dépense. Non, on ne la cache pas. Pour comprendre pourquoi on ignore les intérêts bancaires à ce stade précis, il faut se rappeler un principe majeur, l'indépendance des décisions. C'est-à-dire? Autonome est totalement séparé de la décision de financement. La décision de financement, c'est comment je paye le four. Exactement. Va-t-on le payer avec nos économies, en faisant appel à de nouveaux actionnaires ou en empruntant à la banque? Ce sont deux problèmes distincts. Je veux bien séparer les décisions intellectuellement dans un bureau, mais à la fin du mois, les intérêts bancaires disparaissent bel et bien du compte en banque de l'artisan. On ne peut pas juste faire semblant qu'ils n'existent pas dans notre modèle. Mais on ne fait pas semblant. Ils ne sont absolument pas oubliés, je vous le garantis. Ils sont juste pris en compte ailleurs, dans le calcul. Ailleurs, où ça? Et du fameux taux d'actualisation, le loyer de l'argent. Oui, le taux qui sert à dégonfler la valeur des flux futurs dont on parlait. Eh bien, ce taux d'actualisation, il est généralement calculé sur la base du coût moyen pondéré du capital de l'entreprise. Et devinez quoi?
Ce taux intègre déjà le coût des capitaux propres, mais aussi le taux d'intérêt de la dette bancaire. Ah, attendez. Si on déduisait les intérêts bancaires de nos rentrées d'argent annuelles, nos fameuses FNE, et que l'on actualisait ensuite ce résultat avec un taux qui contient lui aussi le coût de la dette, qu'est-ce qui se passerait? On compterait la même dépense 2 fois. Exactement. C'est ce qu'on appelle un double comptage. On pénaliserait le projet de manière totalement injuste en lui facturant la dette 2 fois. Ah, voilà l'explication. C'est limpide. Donc, la règle, c'est qu'on calcule les flux d'exploitation comme si le projet était financé à 100% par les fonds propres de l'entreprise. Et on laisse le taux d'actualisation se charger d'intégrer silencieusement le coût du crédit bancaire. C'est une véritable mécanique d'horlogerie. Le taux d'actualisation s'occupe de la banque et le flux d'exploitation, lui, s'occupe uniquement des performances du four. C'est très élégant. N'est-ce pas? Bon, nous arrivons ensuite à la fin de la vie de notre projet, la fameuse 3e et dernière phase, la période finale. C'est là qu'on calcule la valeur résiduelle nette, la VRN. Que se passe-t-il exactement à la fin de la vie du four? C'est l'heure du grand bilan final de l'équipement. On évalue d'abord la valeur de revente de la machine. Si ce four peut être revendu d'occasion à un autre boulanger pour quelques milliers d'euros, c'est une rentrée d'argent, Logique. sur laquelle il faudra d'ailleurs payer des impôts s'il y a une plus-value, mais ça reste du cash qui rentre. Et c'est aussi lors de cette toute dernière année que se produit un phénomène comptable que j'adore, presque magique. On récupère le besoin en fonds de roulement, le fameux BFR de l'année 0. Attendez, comment ça on le récupère? Personne ne vient faire un chèque à l'entreprise pour lui rendre son fonds de roulement. La magie, ça n'existe pas en comptabilité. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement la logique de fin de cycle. Repenser à notre artisan et à ses sacs de farine accumulés dans l'arrière-boutique. Oui, l'argent prisonnier. À la fin de la vie du projet, au moment précis où il décide d'arrêter définitivement d'utiliser ce four industriel, que fait-il? Il cuit sa toute dernière fournée de baguettes. D'accord. Il vend ses dernières baguettes, l'argent rentre dans la caisse. Mais cette fois-ci, contrairement à toutes les années précédentes, il ne rachète pas de nouveaux sacs de farine pour le mois suivant, puisque le four s'arrête net. Ah mais oui. L'argent de cette dernière vente n'est donc pas réinvesti dans le cycle d'exploitation. Il reste liquide sur le compte bancaire. La trésorerie qui était bloquée sous forme de stock pendant des années est à nouveau libre. On a récupéré le fonds de roulement. C'est brillant. L'arrêt de la machine libère le sang qui circulait dans ses veines, en quelque sorte. C'est joliment dit. Et l'addition de ces 3 phases, l'investissement initial avec son BFR en moins, les flux nets d'exploitation intermédiaires en plus, et la valeur résiduelle de fin avec le BFR récupéré. Ça nous donne quoi au final? Ça nous donne enfin le chiffre d'or recherché par toute l'analyse, les flux de trésorerie disponibles, les FTD. C'est le cash réel, palpable, dégagé par le projet. Le nerf de la guerre. C'est l'aboutissement de ce module de conception. Que l'on analyse une énorme entreprise multinationale ou un petit commerce de quartier, cette modélisation oblige à une rigueur intellectuelle totale. Elle empêche de confondre un bénéfice comptable un peu théorique avec du véritable cash disponible. C'est un sacré voyage conceptuel pour ceux qui nous écoutent. Si l'on récapitule cette plongée dans les concepts, on part d'une logique implacable de création de valeur pour assurer la survie du système économique en évitant de gaspiller les ressources. Oui, Ensuite, on accepte humblement que le futur n'offre que des probabilités, on navigue dans cet univers aléatoire avec nos formules. tout à fait. On corrige la myopie du temps grâce à l'actualisation qui vient sanctionner l'attente et rémunérer le risque. Et enfin, on cartographie les entrées et sorties de cash, de l'achat du premier sac de farine jusqu'à la revente de la machine usagée. Le cycle complet. C'est une gymnastique qui protège redoutablement bien contre l'illusion d'optique en affaires. Mais avant de clôturer notre discussion d'aujourd'hui, j'aimerais proposer une dernière réflexion sur tout ceci à notre audience. Je vous écoute. Ce cadre mathématique du cours, qui s'appuie sur le calcul de flux futurs et sur la modélisation de l'univers aléatoire, il semble vraiment taillé sur mesure pour des actifs tangibles. Des fours, des machines, des usines. Exactement. Mais aujourd'hui, l'économie mondiale est en train de basculer. Les innovations de rupture se multiplient, l'intelligence artificielle redessine des industries entières en quelques mois à peine. Ne sommes-nous pas en train de glisser massivement de cet univers aléatoire, celui qu'on sait calculer et modéliser, vers cet univers incertain de Frank Knight? Celui du brouillard total, oui. Ce monde où les règles du jeu changent sans aucun préavis. Si c'est le cas, on peut légitimement se demander si la véritable valeur d'un investissement se lie encore uniquement sur un tableur qui prévoit des flux sur 10 ans.
C'est une excellente question. Peut-être que demain, le meilleur investissement ne sera plus celui qui affiche la meilleure valeur actuelle nette théorique, mais plutôt celui qui offre la plus grande flexibilité, celui qui donne l'agilité de pivoter, de changer d'avis en cours de route et de survivre quand le plateau de jeu sera soudainement renversé. La flexibilité comme actif financier, c'est une perspective fascinante. C'est une perspective qui invite peut-être à repenser nos outils financiers à l'aune de l'adaptation pure. Sur ce, merci de nous avoir suivis dans cette exploration approfondie de la mécanique financière et à très bientôt pour une nouvelle analyse.